Bienvenue dans cette émission du 15 juin 2023 de ma web TV anthropologique sur laquelle je vous présente une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Je vous rappelle que je n'ai absolument aucun lien d'intérêt, je suis totalement libre et indépendant. Et après les 2 volets précédents consacrés aux tués du Covid, il y aura d'autres volets qui suivront la semaine prochaine, j'avais envie d'aborder aujourd'hui la question de la banalité du mal. Ce grand concept vulgarisé par Hannah Arendt, la philosophe du totalitarisme, mais en réfléchissant avec vous à la question de la banalisation du mal. C'est-à-dire que pour que la banalité du mal puisse être instaurée, il est nécessaire au préalable de l'avoir banalisée, et notamment en vertu de cet adage, je cite là Hannah Arendt, « S'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare ». Et c'est effectivement le processus dans lequel nous sommes, où nous voyons que les médias, les gouvernants, tout un ensemble d'officines créées à cet effet, cherchent à générer de la confusion et même de la difficulté à penser. Je m'inspirerai également de la fameuse théorie de la vitre brisée, qui est très utilisée en criminologie, en sociologie urbaine et de la déviance. C'est donc cette analogie qui remarque que si dans un voisinage, une vitre est brisée et qu'elle n'est pas réparée ou remplacée rapidement, cela va générer un climat de détérioration qui va encourager les inconduites et les incivilités. Et donc, la théorie de la vitre brisée cherche à montrer que ça n'est pas la délinquance qui engendre le sentiment d'insécurité, mais au contraire, ce sentiment provoqué par les incivilités croissantes engendre un sentiment d'impunité qui favorise ensuite la délinquance. Et donc, il y a eu dans notre société occidentale une lente habituation aux abus d'autorité, à des règles excessives auxquelles il fallait se soumettre, à l'horreur même et à la résignation à travers un ensemble de stratégies du choc. Alors on pourrait en donner de nombreux exemples, mais peut-être qu'un moment vraiment emblématique de cette évolution est le 11 septembre, les attentats du 11 septembre, et notamment en ce qu'ils ont banalisé, c'est-à-dire rendu familier, le recours aux fake news et aux théories du complot de la part des gouvernants, qui, je le rappelle, sont les plus grands producteurs de fake news et de théories du complot, donc on a tous ces images à l'esprit, où les autorités américaines ont délibérément fait croire à leur population, de manière fallacieuse, que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, mais était également responsable des attentats du 11 septembre, de sorte à pouvoir légitimer une intervention militaire totalement illégale, bien sûr, mais également illégitime dans son fondement. Le 11 septembre a également banalisé le tabou sur un certain nombre de sujets. Vous voyez, Tucker Carlson, avant de quitter Fox News, a dit, c'était une boutade, mais évidemment pleine de sens, tout le monde s'en fiche si vous pensez que la Terre est plate et le dites, mais en revanche, si vous demandez en direct à la télévision ce qui est arrivé à la tour 7 du World Trade Center, vous êtes viré sur le champ. Alors, la tour 7, je le rappelle, c'est ce bâtiment à distance des 2 tours qui se sont effondrées, qui lui aussi s'est effondré sans cause connue, autre qu'un prétendu incendie. Maintenant, la barre s'est effondrée comme le font les immeubles qu'on dynamite de manière parfaitement coordonnée, et il y a un consensus parmi toutes les voix encore capables d'esprit critique qu'un incendie spontané ne peut pas faire tomber un bâtiment comme ça. Donc en ce qui me concerne, je n'ai pas de religion sur ce sujet, pas plus que sur aucun autre. Par contre, il existe des zones de doute énormes. Et ce qui est intéressant, c'est que le tabou sur la tour 7 vient dire que c'est une question qui ne peut pas être abordée sans que votre carrière soit détruite. Et ça, évidemment, que c'est très très grave. Mais ça s'est banalisé, ça s'est reproduit de manière extrêmement fréquente autour de la crise du Covid. Et puis on a banalisé le recours à la torture, des exactions, des crimes de guerre. Vous voyez, dès lors que l'Amérique et le camp de la liberté, avec beaucoup de guillemets, avaient été attaqués, eh bien tout devenait légitime. Et là encore, nous nous sommes habitués à supporter des choses qui étaient rigoureusement prohibées et qui auraient dû le rester. Vous voyez, parce que cette idée que la fin puisse justifier les moyens, et en particulier des moyens sadiques, il faut savoir que les aveux extorqués sous la torture n'ont
très peu de validité. Toutes les psychologues spécialisés dans cette question-là vous le confirmeront. Et donc, on est passé dans une outrance, et avec cette inversion accusatoire ou ce retour de manivelle, que ce sont les dénonciateurs des crimes de guerre et des complots qui sont considérés comme étant les criminels. Et donc, nous sommes passés par une succession de chocs répétés. On se souvient des plans Vigipirate, on se souvient des attentats qui à chaque fois durcissent l'arsenal sécuritaire en disant c'est pour votre bien, c'est pour vous protéger, et dès que ça ne sera plus nécessaire, on reviendra en arrière. Sauf que nous savons tous, nous l'avons observé, qu'on ne revient pas en arrière. Et donc il y a eu des mesures progressives, mais aussi des inconduites et du harcèlement des opposants progressifs. Alors un dernier exemple en date. Vous vous souvenez que le Sénat a adopté tout récemment une loi permettant de transformer n'importe quel smartphone en mouchard pour la police, ce qui de nouveau est une transgression gravissime. Mais donc ça a été banalisé, enfin proposé en tout cas, et puis vous voyez qu'autour de l'attentat d'Annecy, cette attaque au couteau, malgré tout extrêmement douteuse à de nombreux égards, j'y reviendrai, eh bien qu'on nous annonce que le smartphone du succès n'a pas pu être exploité parce qu'il a refusé de donner aux autorités le code d'accès de son iPhone. Ah oui, la synchronicité est intéressante. Alors de nouveau, je ne suppose pas et je n'insinue pas que cette attaque ait été provoquée. Que des attaques soient provoquées, c'est courant. Toutes les personnes qui ont quitté les jupes de leur mère le savent. Bien sûr, nos gouvernements fomentent de faux attentats, de fausses attaques à intervalles réguliers pour un ensemble de raisons, à travers des officines dévolues à cet effet. Je veux dire, franchement, ça n'est même pas un secret de polichinelle, c'est attesté par un ensemble de journalistes d'investigation. Maintenant, que l'attentat d'Annecy ait été spontané ou qu'il se soit agi d'une opération, je n'en sais rien. Par contre, la succession d'une proposition de loi au Sénat visant à permettre de transformer les smartphones en mouchards et qu'on explique que malheureusement on n'a pas réussi à craquer l'iPhone de ce monsieur, ça aurait été bien qu'on puisse déjà faire usage de cette loi, est quand même assez troublant. Et donc, voilà, on est au cœur de cette intoxication collective. Et évidemment que Conspiracy Watch, qui est la grande officine d'enfumage, vous voyez, a réagi à mes propos autour de l'attentat d'Annecy en disant « Les complotistes, sans surprise, se sont emparés du drame d'Annecy pour faire valoir leurs obsessions, quitte à verser dans l'abject. » De nouveau, ils m'ont pas lu, ils m'ont pas compris, mais c'est pas étonnant, ils ont perdu cette faculté d'intelligence complexe. Je n'ai jamais dit que l'attentat était arrangé et planifié, j'ai dit que c'était une hypothèse. Mais que je n'en savais rien, qu'il pouvait tout à fait être spontané, mais qu'en attendant, cela favorisait l'avancée vers un régime de plus en plus sécuritaire, ce qui est une évidence que n'importe quel adulte de nouveau est capable de penser. Mais vous voyez, Conspiracy Watch le réutilise tout de suite dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire que c'est l'officine de l'abjection systématique, et avec cette inversion accusatoire. Ce sont les autres qui sont abjects lorsqu'ils se permettent d'apporter des hypothèses permettant de penser les phénomènes. Alors qu'on sait en plus que Conspiracy Watch avec d'autres ont utilisé le sang d'un enseignant français égorgé par un djihadiste pour servir la propagande d'État, la désinformation et les intérêts de Big Pharma, tout en luttant contre les Français qui, eux, cherchent à agir pour que la France reste un État digne et un État de droit, effectivement, ça la fout un peu mal. Mais bon, là, on est effectivement dans des réseaux très glauques que j'ai déjà commencé à définir. Et avec, par exemple, l'audition de Marlène Schiappa devant une commission d'enquête parlementaire tout récemment, et vous voyez, les observateurs ont témoigné du fait qu'ils n'avaient jamais vu en 10 ans un ministre autant en difficulté. Elle a répondu à toutes les questions, qu'elle n'est pas au courant, que ce n'est pas de son ressort, que non, ce n'est pas son travail de faire ça, et un internaute facétieux a proposé, elle va finir par être poursuivie pour emploi fictif. Mais, je veux dire, dépassons le stade de l'ironie. Hein. Elle a elle-même plombé sa défense en disant « Je ne suis jamais intervenu à aucun stade dans la sélection des associations », ce qu'on sait être faux, et puis elle a produit un mail antérieur à l'appel à projet où elle commentait le montant à verser à l'une d'entre elles. Et donc, on a eu vraiment un numéro, mais qui est caractéristique aussi, on le retrouve beaucoup dans les auditions parlementaires aux États-Unis, où la personne soit ne veut pas répondre, soit répond à côté, soit dit qu'elle a oublié.
Et donc, le sénateur Reynal, qui est à l'origine de cette commission d'enquête, a dit « Vous oubliez pas toute votre vie, quand même ». Et ce qui est terrible, c'est que, vous voyez, il se trouve des gens pour jouer cette comédie. Je veux dire, de nouveau, c'était un fonds créé suite à l'assassinat d'une personne qui s'est trouvée égorgée pour lutter contre ce qui avait fait que des gens puissent se comporter comme son assassin. Ça a été complètement dévoyé pour servir les intérêts politiques de la Macronie, au mépris de toutes les règles et de tous les usages en la matière, et en finançant des gens comme M. Reichstadt et Conspiracy Watch. Et vous avez encore des sénateurs qui viennent dire « Non, elle a bien fait son travail, on voit pas où est le problème ». Et c'est ça, vous voyez, la banalisation du mal. Dans n'importe quel pays, en France même, il y a 10 ans, un ministre aurait sauté tout de suite pour des inconduites de cette nature. Et professeur Éric Chabrière, qui est un des collaborateurs de Didier Raoult à l'IHU, rappelle les fonds Schiappa ont payé des officines de petites frappes pour calomnier Didier Raoult, les scientifiques de qualité. Et donc, c'est juste, mais inimaginable que quelque chose de pareil passe. Mais en France, l'état de la nation est tellement délité qu'aujourd'hui, ça n'aura probablement aucune conséquence. Alors, bien sûr, ce climat général existe dans la politique. On sait que la corruption et la soumission sont aujourd'hui généralisées dans la presse. Dr Hassim Malhotra, je crois, résume très bien la situation. Les médias traditionnels meurent d'une mort lente et douloureuse parce qu'ils ne défendent pas la liberté d'expression. Ils suppriment délibérément la vérité et sont devenus l'un des plus grands ennemis de la démocratie. Le public se réveille. Bien sûr, vous savez qu'en France, il n'y a plus que moins de 30% des Français à faire confiance aux médias. Donc vraiment, c'est un suicide, mais avec une somme d'inconduite absolument magistrale. Alors, dernier épisode en date, je suis d'accord, cela relève de l'anecdote, mais donc, vous savez qu'il existe un droit d'usage d'extraits d'émissions à des fins d'illustration, de commentaires ou de satire. Donc vous avez le droit de reprendre un extrait d'une émission de BFM TV, de LCI, de France Info, de que sais-je. Eh bien vous voyez que Radio France et France Télévisions, sur le sujet que j'ai consacré à Conspiracy Watch, et notamment cette tirade invraisemblable de M. Mendès France qui, en l'espace d'1 minute et demie, a dû dire 17 fois complotiste, 12 fois antisémite et 14 fois extrême droite, eh bien, a fait bloquer ma vidéo. Et puis ce témoignage d'une personne âgée en EHPAD qui exprimait sa désespérance du traitement réservé aux pensionnaires comme elle a aussi été bloqué par France Télévisions alors qu'il existe un droit d'usage. Alors évidemment, j'ai contesté, mais voyez ce que je veux dire, eux ils ont un département juridique qui va s'en donner à cœur joie d'emmerder le simple Pékin que je suis, et donc en plus de publier des contenus malhonnêtes, ces officines qui sont l'équivalent de la Pravda sous l'Union soviétique au service de la Macronie, qui publient des sujets faux, qui attaquent les gens qui cherchent à rappeler certaines vérités, tout ça aux frais du contribuable. Ce sont les Françaises et les Français qui payent ces gens-là, et bien en plus, font des recours indus. On trouve bien sûr aussi les intellectuels de service, comme le malheureux Pascal Wagner-Egger, qui est professeur à l'université de Fribourg, et lui, tout son propos est axé, bien sûr, sur qui d'autre, quoi d'autre, les complotistes, et donc, puisque la scène du Covid s'est quelque peu calmée, il dit « les opposants ont changé de combat, on est maintenant dans un complotisme à bas bruit ». Et donc, ce brave monsieur, qui lui aussi est professeur d'université payé par les impôts du citoyen honnête, essaye de nous convaincre que nous avons subi un lavage de cerveau de la part de complotistes, qui nous ont rendus complotistes à notre tour. Et donc, malgré la somme de choses gravissimes qui sont en cours et que nous avions annoncé en disant « faisons attention à ce que cela n'arrive pas », ce monsieur continue ce travail de décérébrage de la population. Alors, est-ce que c'est le rôle d'un professeur d'université de participer à la bêtification de la population ? Je crois que c'est comme ça qu'il entend son rôle, mais avec tout le fanatisme des vertueux. Je crois qu'il considère effectivement que ce que nous apportons comme élément de réalité est susceptible d'induire en erreur le citoyen qui, n'étant pas adulte, ne doit surtout pas être confronté à de l'information dissidente.
Ça s'inscrit évidemment dans la tendance de surcontrôle de l'information. Vous voyez le secrétaire général de l'ONU qui annonce tout fier que le grand danger aujourd'hui, c'est la désinformation qui sévit sur les réseaux sociaux. Les principaux pourvoyeurs de désinformation, ce sont les autorités, les organisations internationales. Et donc, vous voyez, les mêmes gens qui nous ont affirmé que le virus venait du pangolin, il fallait absolument porter des masques qui ne servent à rien, qu'il fallait absolument imposer des confinements qui ont détruit l'économie, qui ont imposé par la contrainte l'injection génique expérimentale, qui a causé des myocardites, des troubles de la coagulation, des infarctus, des attaques cardiaques, qui ont prétendu à tout le monde que si vous étiez vacciné, vous ne pouviez pas transmettre le Covid, veulent arrêter la désinformation sur Internet. Alors Elon Musk, qui au moins dit des choses sans prendre de circonvolution, lui a dit les soi-disant vérificateurs de fait sont d'énormes menteurs et sont incroyablement biaisés dans leur approche des choses. Et donc on est en permanence dans cette menterie et dans ce double standard. Fillon a été torpillé dans sa candidature présidentielle pour une broutille, mais Macron, pour lequel existent des soupçons et des chefs d'inculpation potentiels énormes, lui s'en tire sans aucun souci. Voyez ? Je rends hommage au passage à Idriss Aberkan qui a porté plainte pour diffamation contre le propriétaire de l'Express et un ensemble de journalistes qui, c'est vrai, se comportent d'une manière mais qui est honteuse par rapport à la profession dont ils sont les fossoyeurs, mais avec des méthodes qui sont juste inacceptables et qui devraient soulever une bronca chez les honnêtes gens. Rappelons ces doubles standards perpétuels. Il est avéré aujourd'hui que toute l'accusation de collusion avec la Russie portée par les camps démocrates contre Donald Trump était fausse, était une invention concoctée par Hillary Clinton, Barack Obama et Joe Biden. Et alors même qu'il apparaît que Joe Biden aurait trempé dans une affaire de corruption alors qu'il était vice-président en recevant 5 millions de dollars d'une compagnie d'Europe de l'Est, alors même qu'il y a une somme d'affaires autour de Hunter Biden, alors même que le FBI refuse de livrer des documents non classifiés qui attesteraient de la culpabilité ou de l'innocence de Joe Biden, eh bien, on continue de s'en prendre à Donald Trump sur des prétextes absolument oiseux, et vous voyez, avec des sommets de sophisme, avec notamment Laurent Saïm, donc porte-parole du mouvement présidentiel, qui dit, estimant qu'il faut protéger la démocratie, des chaînes de télévision, MSNBC et CNN, n'ont pas diffusé la conférence de presse de Donald Trump. Donc protéger la démocratie, c'est empêcher la démocratie. Voilà le genre de contresens absolu dans lequel nous sommes. Donc si on ne voit pas l'énormité de la manipulation à ce stade, c'est vraiment qu'on a du foin entre les deux oreilles. Et c'est ça qui autorise, vous voyez, qui a tellement banalisé le mensonge, l'absurdité, le n'importe quoi et la parole haineuse, c'est là que se situe la vraie haine. C'est ça qui a permis, par exemple, à Pfizer de cacher un document confidentiel daté de août 2022. Mais les informations en question, la société les avait déjà en 2021, rapportant plus d'1 600 000 effets indésirables sérieux, touchant tous les systèmes et organes du corps. Troubles vasculaires, troubles du système nerveux, troubles des yeux, troubles des oreilles, troubles de la peau, troubles du système gastro-intestinal, et tout ça a été caché. La directrice du CDC a osé prétendre publiquement en 2021, les Américains non vaccinés sont à l'origine de la quasi-totalité des hospitalisations et des décès récents dus au Covid-19, on l'a tous entendu dans nos pays ici. En 2023, interrogée à ce sujet, elle dit « À ce jour, nous ne disposons toujours pas de données ». Vous voyez, c'est la licence absolue dans l'abjection. Parlons brièvement de Bernard-Henri Lévy, qui est vraiment une catastrophe, mais même un fou dangereux. Vous voulez que cette guerre s'arrête, il faut livrer beaucoup plus de canons, de munitions, d'avions à l'Ukraine. Pour que de jeunes Ukrainiens se fassent massacrer, qu'il aille lui-même, bravement avec une Kalachnikov, dépendre de la liberté selon son avis,
Et un commentateur avait relevé, oui, il a raison, et d'ailleurs, on va lutter contre l'obésité en répandant les bonbons. Il faut plus de bonbons, plus de chips, plus de malbouffe, et c'est ça qui résoudra l'obésité. Et vous voyez, cette séquence de délire et d'inconduite conduit à des prises de position comme celui du lamentable Damien Barrault, médecin, qui dit aux non-vaccinés, merci de rédiger vos directives anticipées pour dire qu'en cas d'agonie, vous refuserez toute sédation, je me ferai un plaisir de vous regarder étouffé avec les yeux sortant des orbites. Vous voyez ? Et c'est ces psychopathes-là dont on tolère les expressions inhumaines dans l'espace public. Alors que ce type devrait être radié à vie de la profession médicale. Mais ça n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres. Et donc Étienne Chouard, que j'apprécie évidemment beaucoup, lui nous exhorte. Il est plus que temps de désobéir aux imposteurs qui prétendent nous représenter, il parle de la classe parlementaire, alors qu'ils nous trahissent au dernier degré. L'élection est antidémocratique et elle porte au pouvoir les pires. Il est temps pour les êtres humains de devenir constituants, c'est urgent. Et je partage bien sûr son analyse, mais avec ce constat douloureux que nous ne voyons pas pour l'instant de force capable de se mobiliser et de se coaguler pour mettre enfin en échec la dérive en cours et ceux qui la portent de manière totalement irresponsable et criminelle. Et donc, je me contente avec tant d'autres, avec vous, d'en revenir aux fondamentaux. Seule la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, la franchise l'honneur, sont capables de nous sortir de la gonfle. Et entendez-moi bien, aucun d'entre nous ne possède la vérité absolue. Mais c'est une chose de dire « nul ne détient la vérité, donc vous ne pouvez pas prétendre vous réclamer de la vérité », et c'est une autre chose que de mentir éhontément ou que d'utiliser des informations fallacieuses ou frauduleuses pour faire croire quelque chose qui n'existe pas. Et dans le camp où je me situe très clairement, l'information est loyale, elle est honnête, elle est sincère. Bien sûr, nous pouvons nous tromper ici ou là, mais nous ne sommes pas dans ce travail d'emberlificotement des esprits. Et donc, rappelons avec Albert Camus, qui a traversé la Deuxième Guerre mondiale dans la Résistance, que la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Et nommer les choses, nommer correctement les choses, comme je le fais avec toutes les dimensions de cette épouvantable crise, c'est déjà quelque chose de conquis sur l'obscurantisme et le nouveau fascisme. Je rappelle, la fusion de l'État et des grandes entreprises, c'est la définition du fascisme. Et donc je remercie cette spectatrice de ce commentaire qui m'a moi-même mis du baume sur ma consternation face à l'époque. Votre clarté, m'a-t-elle dit, c'est du baume sur nos blessures. Et parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire. Il est vrai que toutes les révolutions se sont toujours mal terminées, même la Révolution française, ô combien, qui a inventé les procès politiques, l'extermination de classe, le génocide. Donc il ne s'agit pas de prendre les armes et de faire la révolution, mais de trouver un chemin enfin durable vers quelque chose de meilleur, et déjà mettre de la clarté dans le chaos, mettre du baume sur les blessures, est un premier pas vertueux dans cette direction. Donc je vous remercie de m'accompagner et de me suivre sur ce chemin. Et puis entretenons notre courage, car c'est vrai, comme le rappelait quelqu'un, que la guerre, c'est long. Merci.